Il est 10h ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce lundi. Et la rencontre à suivre aujourd'hui, ce sera celle de Donald Trump et Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche. Le Premier ministre israélien rencontre son puissant allié qui a, je cite, quelque chose de spécial à lui proposer. Ce alors que le Hamas dit avoir perdu le contact avec 2 otages dans la ville de Gaza. Le groupe islamiste met en cause les opérations de l'armée israélienne dans des quartiers de la ville palestinienne. C'était un scrutin crucial. Les pro-européens largement en tête des législatives en Moldavie. Plus de 50% des voix contre moins de 25% pour la coalition pro-russe. Selon des résultats quasi définitifs, le vote de la diaspora a été visiblement déterminant. Les accusations d'ingérence russe aussi. Depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022, la Moldavie est au centre de tensions et les élections de ce week-end étaient qualifiées d'existentielles par les 2 camps. La Moldavie semble avoir choisi l'Europe, mais attention aux analyses rapides. Les divisions sont réelles et les ambitions russes ne se satisferont sans doute pas d'un échec apparent. Quelles leçons les Européens doivent-ils tirer du scrutin moldave et de ses résultats? Question posée ce matin à Pascal Joannin, Florent Parmentier et Caroline de Camaret. Bonjour à tous les 3, merci d'être là. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Bonjour Pascal Joannin. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau, directrice générale de la Fondation Robert Schuman. En face de vous, Florent Parmentier, bonjour à vous. Bonjour. Secrétaire général du Cevipof, chercheur associé à l'Institut Jacques Delors et co-auteur avec Josette Durieux de La Moldavie à la croisée des mondes, qui est sorti en 2019 aux éditions Non-Lieu. On est tout à fait dans le sujet. Caroline de Camaret, bien sûr, vous êtes ici aussi avec nous. Bonjour Caroline. Bonjour. Chef du service Europe ici à France 24. Un ouf de soulagement donc à Bruxelles ce lundi matin après une élection dans un pays qui n'est pourtant pas membre de l'Union, la Moldavie. C'est donc le parti pro-européen de la présidente moldave qui remporte les législatives. Un scrutin dont l'enjeu dépassait largement les frontières de ce petit pays coincé entre l'Ukraine et la Roumanie. La Russie était en embuscade. D'abord les faits, les résultats avec Alice Broga. Après des semaines de tension, la Moldavie a tranché. Les électeurs ont plébiscité dimanche le parti Action et Solidarité, le PAS, qui remporte la majorité aux législatives et se maintient au pouvoir. Le parti pro-européen devrait conserver sa majorité au Parlement. Son grand rival, le bloc patriotique pro-russe, arrive deuxième, suivi du parti MAS, lui aussi proche de Moscou. Un scrutin crucial pour l'avenir du pays, tiraillé entre perspectives d'adhésion à l'Union européenne et retour dans le giron de Moscou. Au cours de la campagne, les autorités ont dénoncé de nombreuses ingérences. Pour le parti au pouvoir, la Russie est responsable. Nous avons été témoins de tentatives d'ingérence dans le processus électoral par des groupes criminels soutenus par la Fédération de Russie, de tentatives de déstabilisation, d'alerte à la bombe et d'autres provocations sur le territoire moldave et à l'étranger. Les responsables moldaves parlent d'une guerre hybride, accusant le Kremlin d'avoir investi des centaines de millions d'euros pour tenter d'influer sur le scrutin et de mettre un terme aux ambitions européennes du pays. La Russie nie ces allégations, jugées anti-russes et infondées. Pourtant, pour de nombreux Moldaves, la menace est réelle, surtout avec la guerre qui fait rage juste de l'autre côté de la frontière, en Ukraine. Nous voulons que nos enfants vivent en paix. Vous voyez ici la situation. Il y a des troubles en Ukraine et il pourrait y en avoir ici aussi. C'est pourquoi notre vote est important. L'année dernière, les Moldaves ont approuvé de justesse un référendum en faveur de l'adhésion à l'Union européenne et reconduit la présidente pro-occidentale Maia Sandu pour un second mandat, malgré déjà à l'époque des accusations d'ingérence du Kremlin. Voilà, et je vous le disais, la Moldavie, faut-il le rappeler, n'est pas membre de l'Union européenne. Mais bien sûr, ce scrutin a été observé de très près à Bruxelles. Notamment, on vous retrouve Jean-Jacques Herry. Bonjour Jean-Jacques, le patron du Conseil européen, Antonio Costa, se félicite à l'instant de ce que la Moldavie s'est choisi un avenir européen.
Oui, c'est ça. De toute façon, au niveau des institutions, c'est le soulagement. Tout le monde se félicite. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, a dit ce matin sur le réseau X, Moldavie, vous l'avez fait à nouveau. Vous avez fait un choix clair. Europe, démocratie, liberté. Notre porte est ouverte. Nous nous tiendrons à vos côtés à chaque étape de la route. La route vers l'adhésion européenne, évidemment, un peu plus crédible après cette victoire. Un message fort et clair en dépit de l'ingérence russe, a d'ailleurs jugé le président du Conseil européen, Antonio Costa, vous le citiez tout à l'heure. Le peuple de Moldavie s'est exprimé et son message est fort et clair. Ils ont choisi la démocratie, la réforme et un avenir européen face à la pression et à l'ingérence de la Russie. Soulagement donc, au niveau des institutions, mais soulagement qui s'est répandu aussi à travers les capitales européennes. Le président français Emmanuel Macron a salué la victoire des pro-européens aux législatives, malgré les tentatives d'ingérence et les pressions, et lui aussi s'est dit que prêt à être aux côtés de la Moldavie. La France est aux côtés de la Moldavie dans son projet européen et son élan de liberté et de souveraineté. Et puis, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'à l'est de l'Union européenne, là aussi, les réactions commencent à arriver avec le Premier ministre polonais, Donald Tusk, qui a salué le courage du peuple moldave pour avoir maintenu le cap européen. Jean-Jacques Herry depuis Bruxelles, merci beaucoup Jean-Jacques. Pascal Joannin, emballement dans les capitales européennes, emballement justifié ? Mais écoutez, c'est un scrutin qui s'annonçait très serré et on avait en effet plusieurs indices qui montraient que la Russie, le Kremlin directement et éventuellement aidé par d'autres à l'intérieur du pays, avait envie de manipuler un peu ce scrutin pour qu'en effet la Moldavie soit pas un nouveau pays qui regarde vers l'ouest et qui quitte le giron de l'ex-Union soviétique. Et parce que c'est la thèse de Vladimir Poutine, tout ce qui était l'Union soviétique doit rester russe, etc. Donc on avait en effet un doute sur la possibilité pour Maia Sandu de percer comme elle voulait le faire, en imposant en effet une voie européenne à marche forcée. Mais ça fait quand même 3 scrutins que les Moldaves auront... Elle a été réélue l'année dernière. Il y a eu un référendum qui a été gagné de justesse, mais en faveur de l'Union européenne. Et cette fois-ci, contre toute attente, son parti est celui qui gagne les élections et qui lui permet d'avoir une majorité claire. Donc ça veut dire que les Moldaves, malgré les tentatives de déstabilisation, ont choisi clairement un avenir qui est vers l'Europe. Je rappelle que le pays est candidat à l'Union européenne depuis 1 an et demi. Et donc, en effet, c'est vers là qu'ils veulent regarder, donc plus vers la Russie. Et donc là, on peut dire aussi que c'est un échec du Kremlin qui a failli dans sa manipulation de déstabilisation. On va y revenir, bien sûr. Florent Parmentier, alors bien sûr, seul le vainqueur gagne, hein, un peu comme en football. Mais si on regarde un peu plus attentivement les résultats, la majorité du parti pro-européen de la présidente moldave recule, même si elle gagne, elle conserve sa majorité. Le bloc pro-russe progresse. Qu'est-ce que ça dit, ça ? Est-ce qu'il faut mesurer la satisfaction des Européens ? Je pense qu'il faut partir du fait que lors des élections précédentes législatives qui avaient lieu en juillet 2021, on était dans un contexte particulier. La présidente Sandu avait été élue quelques mois plus tôt et en quelque sorte, le résultat de 52,6% était difficilement atteignable cette fois-ci. Néanmoins, on peut être surpris par la résilience du score du PAS. Pourquoi ? Parce que si on regarde bien les choses, peut-être ce qui est surprenant, c'est qu'une semaine avant le scrutin, près de 30% des Moldaves, selon les enquêtes d'opinion, n'avaient pas encore fait leur choix ou ne voulaient pas le communiquer. En règle générale, quand on ne souhaite pas le communiquer, c'est peut-être qu'on ne va pas donner au parti qui est majoritaire. Pour autant, je pense que ce qui s'est joué dans la dernière semaine, dans les derniers jours, ça a été une volonté d'essayer de cadrer ces élections moldaves comme un choix essentiellement géopolitique, voire uniquement géopolitique. Ce qu'on observe, c'est que finalement, le le bloc électoral pro-russe ne fait pas plus que la dernière fois. Ce qu'il faut observer, c'est que il y a 5 partis plus exactement 2 blocs électoraux et 3 partis. Un bloc électoral, c'est quand il y a plusieurs partis qui font une alliance. Si on regarde les résultats, le PAS diminue en nombre de sièges. Il va perdre une dizaine de sièges à peu près, mais reste quand même à une majorité absolue, c'est-à-dire qu'il peut faire tout seul un gouvernement sans coalition. Ce qui s'est passé entre-temps, c'est que les 3 partis qui ne sont ni ceux qui sont étiquetés pro-européens, ni ceux qui se sont étiquetés pro-russes,
Pour mémoire, voilà le bloc Alternativa du maire de Chisinau, Yon Cheban, le parti Démocratie Akassa et le parti de Renato Usati. Ces trois partis, en quelque sorte, communiquaient moins cette élection sous forme j'allais dire, victoire géopolitique ou d'enjeux binaires, mais plutôt c'était concentré sur la question du pouvoir d'achat, la question des questions économiques, là où précisément le PAS avait un bilan probablement moins bon à défendre qu'en matière diplomatique. Donc on a en réalité trois blocs. Le bloc du PAS qui a fait sa campagne essentiellement sur le fait de maintenir la paix avec l'Union européenne, et celui qui l'a emporté, et d'assez loin finalement sur le bloc pro-russe, reste au milieu d'autres partis qui avaient une proposition peut-être différente, c'est-à-dire moins centrée sur des questions géopolitiques et plus sur des questions de politique intérieure. Voilà, vu d'ici, on aurait tendance à gommer les enjeux sociaux, j'allais dire propres à la Moldavie, mais qui se retrouvent dans beaucoup de pays européens, bien sûr. Et on y reviendra rapidement en analysant ces résultats. Caroline, vu d'ici, et Pascal Joannin le disait, on voudrait voir, en tout cas les Européens voudraient voir un pas de plus, l'affirmation d'un pas de plus vers l'adhésion. Ce serait quand même oublier le fait qu'il y a eu notamment en Transnistrie un rejet très net de ce processus d'adhésion à l'Union européenne. Donc il y a quand même des divisions internes à la Moldavie. Oui, alors déjà, la nouveauté quand même de ces élections, c'est que les Européens se sont mobilisés eux-mêmes. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, Friedrich Merz, le chancelier allemand, le Premier ministre Donald Tusk polonais, sont allés aider la campagne de Maia Sandu. Donc, qui n'est pas membre de l'Union, faut-il le rappeler. Qui n'est pas membre de l'Union, qui est candidate à l'entrée. Et donc, ils se sont mobilisés. Alors, en quelque sorte aussi, c'était... on ne va pas refaire le film à l'envers de ce qui s'est passé en Géorgie, parce qu'il s'est passé le scénario inverse en Géorgie. C'est bien le parti, finalement, qui était déjà au pouvoir, il faut le dire, mais qui a pris un virage beaucoup plus pro-russe, qui l'a emporté. Et la Géorgie s'éloigne de son chemin européen et d'ailleurs a fait passer des lois qui étaient davantage des lois d'inspiration russe, notamment sur les libertés fondamentales. Donc ça, c'est ce qu'on n'a pas voulu. On n'a pas voulu rejouer le scénario de la Géorgie retombe sous le giron de la Russie parce qu'on laisse faire et qu'on fait comme si finalement ça n'était pas important pour nous. Les Européens ont appris de leurs erreurs d'une certaine façon, c'est ça que vous dites ? En tout cas, c'est très nouveau pour eux d'aller ainsi sur le terrain, dire voilà, ça c'est la candidate pro-européenne. Espérons que pour l'Europe, eh bien elle va l'emporter, ou en tout cas elle montre le chemin vers l'entrée dans l'Union européenne. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi, je crois, c'est qu'en effet, vous avez parlé de la Transnistrie. La Transnistrie, c'est cette région, effectivement, qui a voté pro-russe, évidemment, puis même très, 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 très largement, et dont on se demande, finalement, si il n'y a pas un plan vis-à-vis des Russes, parce qu'elle est, vous savez, limitrophe. Hein, si on voit la carte, elle est limitrophe, effectivement, de l'Ukraine. S'il n'y a pas un plan des Russes, si la Transnistrie ne joue pas beaucoup pour les Russes, parce que, étant limitrophe de l'Ukraine, si un jour on veut envahir l'Ukraine par le sud, cette Transnistrie, elle pourra servir peut-être de base. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de militaires russes là-bas, pas suffisamment en tout cas, mais il y a effectivement peut-être cette idée russe qu'il faut renforcer la présence en Transnistrie, en tout cas l'influence russe en Transnistrie. Et tout cela inquiète beaucoup les Européens dans un contexte plus général que vous avez bien entendu souligné, de guerre hybride totale de la Russie, c'est-à-dire avec les drones, avec les questions dans la Baltique, et sur cette élection qui a été très perturbée, notons-le quand même, très perturbée par des cyberattaques, qui a été très perturbée par des ingérences dans les bureaux de vote, etc. Mais en tout cas, le résultat est validé par les Européens et surtout, il va dans le sens qu'ils souhaitaient, il faut bien le dire. Voilà, effectivement, ne serait-ce que pour comprendre l'importance de cette élection, il suffit, entre guillemets, de regarder la carte qu'on voyait à l'instant, et cette Moldavie coincée, je disais tout à l'heure, mais sans négativité de ma part, entre la Roumanie et l'Ukraine, avec effectivement ce cordon de la Transnistrie, ce territoire qui se veut autonome, mais pour lequel on vote aux élections moldaves, donc qui est le long de la frontière avec l'Ukraine. Ingérence russe, alors j'allais dire ces dernières semaines,
européenne, mais ces derniers mois en Moldavie, car il y en a eu aussi au moment du référendum pour l'adhésion à l'Union européenne. Est-ce que là, en Moldavie, on a vu ce que l'ingérence russe sait faire de mieux, en l'occurrence avec un échec à la fin, mais là, c'est poussé à son maximum, ce qu'on a vu ces dernières semaines? Ah oui, mais c'est un territoire qui... Il y a des pro-russes sans avoir besoin d'aide de la Russie. Hein. Et le prédécesseur de Maia Sandu était un pro-russe. Donc, ceux qui suivent la Moldavie, comme Florent et moi, savent que durant les élections, il y a eu un petit avancée vers l'Europe et puis un retour vers la Russie, etc. Donc, il y a cette tendance parce qu'en effet, il y a... d'abord, elle a été sous l'influence soviétique. Il y en a qui pensent que c'était mieux avant, hein, comme toujours. Mais là, en l'occurrence, la Russie avait, comme on le sait avec Vladimir Poutine, du mal à lâcher, après refuser que l'Ukraine s'en aille. Et donc, la Moldavie, vous avez parlé de la Géorgie, Caroline, c'est tout à fait vrai. Mais la Moldavie, c'est un tout petit pays, mais il a fait le choix, comme l'Ukraine, de regarder vers l'Europe. Et ça, pour Poutine, c'est intolérable. Donc, tous les moyens sont bons pour essayer de torpiller cette volonté-là. Alors, je ne suis pas une experte des cyberattaques et des malveillances, mais tout y a été mis. Hein. Tout y a été mis pour essayer de fausser les résultats, d'influencer la population. Et donc, à l'arrivée, ce qu'on peut remarquer, c'est que Poutine, le Kremlin et tous ceux qui étaient derrière lui a échoué. Donc, c'est quelque part la première fois que, en effet, Poutine se ramasse une gamelle, parce que jusqu'à présent, il avait réussi à ses manœuvres de déstabilisation. Et donc là, ce matin, j'imagine qu'il y a des gens qui vont tomber du balcon, puisque c'est à peu près ce qui arrive à ceux qui n'ont pas eu l'heure de plaire au maître du Kremlin. Et donc, on va regarder ça avec beaucoup d'intérêt, pour voir en effet quelle va être la riposte de Poutine, qui doit pas être très content ce matin, qu'en effet son opération de déstabilisation en Moldavie, qui est un tout petit terrain de jeu, etc., soit perturbée. On sait qu'il y a la Transnistrie. La Transnistrie, elle est reconnue par personne. Hein, donc il faut arrêter de dire que c'est une république autonome qui a des pouvoirs, etc. Non, elle a un pouvoir de nuisance, la Transnistrie. Et quand bien même il y a une armée russe, le reste de la 14e armée, le principal méfait de la Transnistrie, enfin d'une grande partie, c'est d'être des mafieux. C'est d'être des mafieux, d'avoir corrompu un système. Quand, avant la guerre en Ukraine, ils achetaient de l'électricité en Russie qu'ils revendaient en Moldavie à des prix complètement honteux. Donc, vous voyez, donc c'est pas l'avenir. C'est ce qui reste à peu près d'un système corrompu, soviétique. Un vieux monde. Et donc, j'ai l'impression que les Moldaves, malgré les difficultés dont Florent a rappelé, les difficultés économiques, ont fait un choix qui peut paraître hasardeux, parce que pas encore complet, mais qui est répété, et qui est que le troisième scrutin où ils disent mais non, je ne veux plus revenir en arrière, je veux aller de l'avant, et l'avant, c'est en effet l'Union européenne. Sachant que cette ingérence est perfide, si j'ose dire, Florent Parmentier, vous le rappeliez tout à l'heure, elle s'appuie sur plusieurs éléments réels qui ne vont pas disparaître d'un revers de la main. Le débat autour de l'opportunité d'adhérer au projet européen, qui est un débat qui s'entend tout à fait, mais aussi la situation économique de la Moldavie. Et en ça, l'exemple moldave peut se répéter, peut se calquer sur nombre de pays européens, y compris à l'ouest du continent. C'est en effet ce que nous disait Maia Sandu quand elle était venue au Parlement européen le 9 septembre dernier. Elle nous disait en substance, c'est bien que si nous ne sommes pas capables de défendre la démocratie en Moldavie, alors toutes les démocraties en Europe sont potentiellement atteignables. Et donc c'est cette dramatisation grâce à laquelle elle a su mobiliser une partie significative de l'électorat, qui n'était pas non plus, pas prendre comme un blanc-seing totalement satisfait sur le bilan économique, mais qui, dans l'absolu et dans sa sagesse, s'est dit, eh bien, si j'ai un choix à faire maintenant, je préfère éviter des formes d'instabilité qui auraient pu naître si l'élection avait été extrêmement contestée. Là, elle ne peut que difficilement être contestée. Le score, l'ampleur de la victoire plaide. Ce qui n'empêche pas le bloc russe d'appeler aujourd'hui à une mobilisation. Et je pense que c'est dans le rôle d'une opposition générale de s'opposer. C'est pas en soi quelque chose, mais ça ne bloquera pas, à mon sens, l'essentiel, à savoir que dès qu'elle le souhaite, la présidente moldave pourra soit garder son Premier ministre, M. Dorian Natchian, soit annoncer une succession, en quelque sorte, mais les cartes, elle en dispose. Et par ailleurs, peut-être pour revenir sur la carte que vous mentionniez précédemment, il serait faux de dire d'ailleurs que l'Europe n'est pas attractive depuis la Transnistrie. Près de 70-80% aujourd'hui des exportations de la Transnistrie se font à destination des marchés européens, beaucoup plus que vers la Russie.
Et si on regarde les résultats électoraux sur un échantillon très limité, parce qu'il y a eu des difficultés d'accès au vote en Transnistrie, eh bien on s'aperçoit malgré tout que le parti de Maia Sandu a fait près de 30%, ce qui n'est pas négligeable, et ce qui est supérieur en réalité comme score à ce qu'on a pu observer dans le nord du pays, mais aussi dans le sud du pays. Je crois que la carte mentionnait la Gagaouzie. En Gagaouzie, c'est le territoire dans lequel Maia Sandu a le plus de difficultés à s'implanter, et c'était encore le cas hier, où elle a fait un score similaire à ce qu'elle avait fait il y a un an, c'est-à-dire guère plus de 3%. Un mot juste de la diaspora. Je crois que c'est un peu moins de 300 000 votants. On dit souvent que cette diaspora est plutôt pro-européenne. Est-ce que sans ces votes-là, le résultat aurait été différent? Difficile à dire. Non, je pense qu'on a un précédent qui était l'élection présidentielle en 2024. Lors de l'élection présidentielle, en effet, son opposant, M. Stoyanoglu, sur le territoire de la Moldavie, en dehors de toutes les diasporas, l'avait emporté de justesse. Cumulé avec la diaspora, il y avait un écart de 6 points, c'est-à-dire que la diaspora avait voté massivement pour Maia Sandu. Dans un pays comme l'Italie, comme la France, on est régulièrement entre 70 et 85% de voix en faveur du pass. Et donc, oui, la diaspora fait une différence en la matière. Pascal Jonin. Souvent, les diasporas ont une importance. On se souvient du scrutin en Roumanie, qui n'y a pas si longtemps que ça, avec une présidentielle qui avait été annulée justement parce qu'il y avait déjà eu des interférences russes. Voilà. Et on avait eu en effet un vote qui avait été très serré, puisque le candidat, on va dire, extrême, populiste, était arrivé en tête largement du premier tour. Et finalement, à l'arraché, c'est un président plus consensuel, centriste, qui a été élu. Et là, l'importance de la diaspora a été importante. Donc c'est vrai que quand on donne la parole à ceux qui, malheureusement, se sont expatriés pour des raisons principalement économiques, en l'occurrence pour la Moldavie ou pour la Roumanie, on a en effet des gens qui votent plutôt en faveur du candidat qui est progressiste, ou tout du moins qui va vers l'avenir, plutôt que vers quelque chose qui ramène aux illusions du passé. Caroline? Au-delà finalement des manipulations électorales, je pense que le meilleur argument qui était vraiment qui a poussé le bloc patriotique et qui aurait pu faire flancher finalement les Moldaves, c'est l'idée que, on est en train de transformer la Moldavie en prochaine Ukraine. C'est-à-dire, en fait, les Européens sont bien gentils, ils nous donnent de l'argent, ils nous donnent des perspectives européennes, mais est-ce qu'ils sont capables de nous défendre? Quand on voit ce qui s'est passé en Ukraine, si on est attaqué par Vladimir Poutine comme en Ukraine, est-ce qu'il vaut mieux être ami avec lui, ou est-ce qu'il vaut mieux laisser notre sort dans les mains des Européens qui fournissent des armes aux Ukrainiens, mais qui ne sont pas en train de mourir pour l'Ukraine? Donc ça, je pense que c'est quelque chose de quand même de très fort. C'est l'argument un peu bazooka et massu. Attention, vous êtes la prochaine Ukraine. Ça n'a pas totalement marché parce que c'est pas totalement vrai non plus. La Moldavie, elle n'a pas le même intérêt géostratégique, et puis de toute façon, Moscou n'est pas dans l'optique d'ouvrir un second front, etc. Ce qui aurait pu être aussi très pénalisant, vous le disiez, c'est la situation économique, parce que rappelons quand même que la Moldavie, elle a eu des liens très très forts justement avec les Russes. En 2022, son PIB a reculé de presque 5%, parce que justement 100% de son approvisionnement énergétique, c'était le gaz russe, et donc ça a fait augmenter aussi l'inflation, 34%, etc. Et on a essayé d'aider justement. Il y a eu un rebond à 1,2% de croissance, c'est pas énorme non plus, une inflation qui reste vigoureuse, parce qu'on a dû détacher de ce gaz russe finalement, et de cet approvisionnement russe, la Moldavie, qui aujourd'hui achète très cher à la Grèce, à la Roumanie, etc. Alors c'est vrai que quand on est dans un processus d'adhésion, par contre on reçoit de l'argent de l'Union européenne, de l'argent de préadhésion, et ça a été le cas pour ce pays qui est un des plus pauvres d'Europe, rappelons-le, avec 650 € par mois, salaire moyen. Donc il y a cet argent européen, mais je vous le dis, c'est à la fois la question de l'argent, de la perspective de prospérité, mais c'est aussi la perspective de sécurité. Et là, l'Union européenne a bien du mal à donner des gages. Je vous donne la parole dans un instant, Pascal Joinin, sur la future place éventuelle de la Moldavie au sein de l'Union. Mais précisément, cette guerre en Ukraine, les Moldaves la subissent. Je le dis entre guillemets. Vous évoquiez les territoires du nord de la Moldavie. Je crois que ce sont eux qui ont reçu ou vu arriver plusieurs centaines de milliers de réfugiés ukrainiens. Et ça a pu jouer aussi sur le débat avant le scrutin. Oui, disons que là-dessus, il y a eu un clivage au sein du paysage politique moldave. Comme nombre de pays de la région.
Le parti de Maia Sandu disait en substance, nous sommes face à des adversaires qui n'ont pas condamné aussi clairement qu'ils l'auraient dû l'agression russe en Ukraine et qui, partant de là, veulent faire le jeu de Vladimir Poutine, c'est-à-dire d'une manière ou d'une autre nous entraîner dans la guerre. Face à cela, l'opposition avait son propre récit. Lors de la rencontre de Vladimir Poutine et Donald Trump à Anchorage cet été, on a vu une réponse, en tout cas un commentaire du l'ancien président Igor Dodon, qui disait en substance, enfin, les Américains sont devenus raisonnables, ils veulent travailler avec la Russie, et nous, finalement, en fait, ils ne font que suivre un peu nos idées. Donc c'est un peu cet élément-là qui était sous-entendu, que Maia Sandu souhaitait progressivement attirer le pays vers l'OTAN et potentiellement, c'était on a parlé de désinformation, l'une des informations qu'on a pu entendre lors de la visite de messieurs Macron, Merz et Tusk cet été, le 27 août. Et ça a Ursula été, von der Leyen d'ailleurs. En Moldavie. ça a été cette désinformation, de dire que la Moldavie allait joindre la coalition des volontaires et que 700 soldats partiraient dès lors que Maia Sandu gagnerait les élections présidentielles. Il n'en a pas été, les élections législatives. Il n'en a pas été question depuis hier soir, mais c'est pour vous dire qu'il y a de ce point de vue-là un intérêt, une inquiétude très forte de la part de l'opinion publique, qui doit être aussi comprise dans un contexte moldave assez particulier sur un point, contrairement à tout ce qu'on a pu voir dans les élargissements précédents, et précisément ce qu'on a vu en Géorgie et en Ukraine. La Moldavie a une opinion publique qui est très largement hostile à l'OTAN, pour lequel, ou du moins à l'adhésion de la Moldavie à l'OTAN. D'après les sondages à disposition, et ils sont observables sur plus d'une vingtaine d'années, vous n'avez qu'entre 20 et 30% de la population, aujourd'hui c'est autour de 25%, qui est favorable à une intégration de la Moldavie dans l'OTAN. Les 2/3, à peu près, restent sur une ligne constitutionnelle. La Constitution en 1994 disait en substance que la Moldavie est un État neutre, avec deux conséquences. La première, c'est qu'il ne peut pas y avoir dans un État neutre des troupes étrangères posées sur le sol. Donc ça, c'était un moyen d'expliquer que les troupes russes présentes en Transnistrie devaient tôt ou tard quitter le pays. Et puis, il y a un second élément qui est que si vous êtes un État neutre, vous n'avez pas à intégrer une alliance militaire. Donc là-dessus, il y a chez les Moldaves un élément intéressant qui est que le choix est vraiment pro-européen, mais que l'OTAN n'a pas été un enjeu de campagne dans la mesure où même le PAS ne souhaite pas y aller. À titre personnel, certains pourraient y être favorables, mais à titre électoral, on sent que ce n'est pas une demande de l'opinion publique. D'ailleurs, Vladimir Poutine a dit des choses contradictoires sur ce sujet. Il a dit longtemps, c'est l'adhésion à l'OTAN qui est un problème pour moi, et pas celle à l'Union européenne. Et puis, il a été plus flou ensuite, parce qu'il considère que l'Union européenne n'est pas protectrice, c'est pas une alliance normalement de défense. Donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est la question qui se pose à partir du moment où Vladimir Poutine veut imposer que tout ce front est de l'Union européenne ne soit pas dans l'OTAN, soit, comme il dit, neutre. En fait, il faut qu'il maintienne sa présence et son influence, effectivement, dans ces pays. On a un moment de l'histoire où la neutralité paraît compliquée. Faut-il le rappeler, Pascal Joannin, un processus d'adhésion à l'Union européenne, ça prend des années. La Moldavie est donc candidate depuis 1 an et demi. Est-ce qu'elle a sa place aujourd'hui dans l'Union ? Alors, elle a été reconnue comme telle par l'Union européenne, par tous les États membres qui composent l'Union. Il n'y a pas de problème ni pour l'Ukraine ni la Moldavie. Ceci étant, il y a des processus, il y a des règles. Il y a aussi, pour rappeler que dans les pays candidats, il y a les pays des Balkans, puis accessoirement la Turquie aussi. Oui, il y a des pays qui sont candidats depuis fort longtemps, mais qui ne sont pas. Oui, mais il y a en effet des règles qu'il faut respecter. Il y a des réformes à mettre en place, etc. Donc, c'est pas seulement des résultats électoraux. Il faut ensuite mettre en place un certain nombre de règles. Il faut respecter un certain nombre de valeurs aussi. Et donc, tout ça prend un certain nombre de temps. On a calculé dans le passé que c'est à peu près 10 ans pour les élargissements qui ont eu lieu récemment. Et donc, c'est un chemin qui est long, mais qui est réaffirmé. Donc, en effet, l'Union européenne, dans le cadre d'accords qui existent depuis longtemps, et puis récents, puisque depuis 2024, on a en effet des liens économiques entre la Moldavie et l'Union européenne
qui touche tout secteur. C'est pas que ça touche les transports, ça touche l'itinérance téléphonique. Ceux qui sont allés en Moldavie se souviennent qu'il fallait pas trop téléphoner parce que sinon ça faisait des surcharges. À partir du 1er janvier, ils vont bénéficier de ce qu'on appelle l'itinérance. Donc ça veut dire que si vous allez en Moldavie et si vous allez de Roumanie en Moldavie, vous n'aurez plus en effet une surtaxe. Donc tout ça, agricole, etc. Donc on a en effet une Union européenne qui soutient comme elle le peut la Roumanie, comme elle le fait, la Moldavie, tout comme elle le fait pour l'Ukraine. Mais en effet, après, c'est dans les pays qu'il faut aussi qu'il y ait des process, etc. Mais c'est une tendance qui est réaffirmée par les Moldaves, et donc il faut regarder ça avec plutôt intérêt, bienveillance, et aider ceux qui sont de bonne volonté pour justement que ce processus soit le plus rapide possible. Sur la neutralité, juste la neutralité, on a vu quand même qu'à la faveur de la guerre en Ukraine, les choses avaient beaucoup changé et qu'en effet, il y avait des dimensions sécuritaires qui intervenaient. Je rappelle que quand même, il y avait 2 États neutres, la Suède et la Finlande, qui sont sortis de la neutralité, et la Finlande a une frontière directe avec la Russie que n'a pas la Moldavie, et donc en effet, on peut changer ce statut de neutralité. Alors c'est pas simple, mais il y a des événements qui sont en effet une guerre qui est la volonté de la Russie, encore une fois, qui a beaucoup modifié la géopolitique de l'Europe ces dernières années. Ils sont tournés vers l'OTAN quand ils ne l'avaient pas fait. Précisons quand même qu'il y a un immense plan Marshall destiné à la Moldavie. Donc les Européens ont pris la mesure de l'importance de ce pays quand même, de 2 milliards d'euros pour 2025-2027, pour les infrastructures, etc., pour que le pays soit fonctionnel. Il y a 35 chapitres de négociations qui vont d'ailleurs s'ouvrir dès novembre. Donc on va petit à petit les prendre par la main. Mais le problème, c'est que ça, pour cette élection-là, ça ne se faisait pas ressentir encore au niveau des individus, de pouvoir d'achat supplémentaire, etc. Et c'est ça qui finalement a joué. L'Union européenne, elle est bien présente, mais elle n'était pas encore identifiée et la prospérité n'était pas encore arrivée. Mais je le dis, quand on commence un processus d'adhésion, il y a des fonds d'adhésion qui pleuvent sur les pays. Et là, en l'occurrence, très très important, un vrai plan Marshall. Je me fais l'écho de questions que l'on peut lire et qui sont légitimes de ci, de là. Florent Parmentier, est-ce qu'il faut inscrire les tentatives de déstabilisation du scrutin moldave par la Russie, qu'on a documenté ces derniers mois, dans les mêmes tentatives que les drones présumés russes qu'on a vus ces dernières semaines dans les cieux du Danemark, de la Pologne, de l'Allemagne, etc. Des opérations de déstabilisation ici en France, pour ne citer que les têtes de port installées devant des mosquées. Est-ce que tout ça fait partie d'un grand tout, et si oui, à quoi joue la Russie exactement? Vaste question. Je pense qu'il faut peut-être serrer malgré tous les problèmes. La violation d'un espace aérien souverain n'est pas la même chose, évidemment, que des opérations électorales telles qu'on a pu les observer. Ce ne sont pas forcément... Enfin, il peut y avoir une philosophie, effectivement, aussi, qui peut être, j'allais dire, largement commune, une volonté, etc. Mais disons que les acteurs, les processus, les éléments ne sont pas nécessairement exactement les mêmes. Il y a en Moldavie une partie de la population qui n'est pas nécessairement, j'allais dire, attirée par le Kremlin ou financée par le Kremlin, mais qui est attirée par la Russie. Il n'y a pas, je crois, en Europe, de personnes qui veulent absolument avoir des drones russes dans leur espace aérien. Les deux sont un peu là-dessus de nature différente. Si on regarde ensuite, j'allais dire, l'opération, voilà, telle qu'on a vu ce week-end, je pense que ce qui est intéressant à observer, c'est que la Russie a mis énormément de moyens de nature différente, de désinformation, d'achat de vote. On n'en a pas parlé, mais c'est un élément qui est important et qu'on avait déjà observé l'an passé. 100 millions d'euros, a dit le gouvernement, pour essayer toutes sortes d'achats. Ouais. Ce qui... Et d'ailleurs, il y a plusieurs chiffres qui circulent. On sera bien en peine, en fait, de savoir quel est le véritable chiffre. Mais il faut donner un peu un ordre de grandeur. Si c'est 100 millions, ça veut dire que chaque Moldave a, j'allais dire, à peu près 40 euros qui lui est destiné pour des opérations de déstabilisation. Or, on voit que ce que la Russie vise dans ces cas-là, c'est un élément essentiel qui est de savoir faire basculer 5 à 10% d'un corps électoral. Visiblement, ça n'a pas marché. Donc ça a été un investissement assez vain. Je pense que ce qui rejoint en revanche l'ensemble des éléments, c'est une dynamique importante. C'est aussi bien sur le plan de la défense collective de l'Europe que sur le plan interne dans les démocraties établies. C'est la question de l'érosion de la confiance dans les institutions.
Et là, c'est peut-être quelque chose, un mode opératoire spécifique qui consiste à dire, quand vous envoyez des drones ici ou là, eh bien, vous pensiez avoir un système qui s'appelle l'OTAN, dans lequel vous aviez confiance, mais c'est pas aussi fiable que ce que vous pouviez croire. D'ailleurs, aux États-Unis, il va falloir les convaincre de s'engager là-dessus. Et puis, cette érosion de la confiance, c'est aussi ce qui est visé. En réalité, quand vous soutenez un certain nombre d'actions en Russie, enfin par la Russie en Moldavie, il y avait eu il y a quelques jours l'arrestation de 74 Moldaves qui avaient pour mission en quelque sorte de déstabiliser l'élection après, en se disant eh bien que si jamais il y a un résultat qui n'est pas certain, on va profiter un peu pour organiser une forme de chantier, etc., pour ternir l'image de la Moldavie sur le plan international. Là aussi, on voit que cette érosion de la confiance, eh bien, dans le cas moldave, ça n'a pas marché. Sachant qu'il ne s'agit pas ici de parjurer à l'intelligence humaine, il y a forcément des Moldaves qui votent en conscience sans avoir eu le cerveau lavé pour le camp pro-russe. Précision importante, elle est fondamentale, cette question, Pascal Joannin, de la finalité de ces éléments perturbateurs russes en Moldavie, en France, en Allemagne. De quel projet global s'agit-il? J'imagine pas de lancer une guerre conventionnelle contre l'Europe de l'Ouest. Alors quoi? Non, mais la Russie n'a jamais... l'Union soviétique puis la Russie, parce que l'histoire de l'Union européenne commence en 1950. Donc, ce pays a toujours considéré l'Europe comme un ennemi. On avait oublié en 1989, à la chute du mur de Berlin, à la fin de l'Union soviétique, que ce pays n'était pas un ami. Et Vladimir Poutine nous rappelle, avec le langage qui est celui d'un ex-officier du KGB, je rappelle ce qu'il est, c'est un fait, il est en effet... pour tout ce qui pourra diminuer l'influence de l'Union européenne. Donc, il a déjà vu l'élargissement de 2004-2007 comme une agression, quelque part, puisque c'était des anciens satellites de Moscou qui rejoignaient l'Union européenne et qui rejoignaient l'OTAN par la même occasion, puisqu'ils avaient compris que l'OTAN était un garant de sécurité. Mais on a aujourd'hui, si vous parlez de la Russie, une autre, sur la Moldavie, on vient d'en parler, mais tout ce qui se passe dans la mer Baltique. Alors, et la mer Baltique, c'est très important parce que c'est une des voies maritimes. La Russie n'en a pas beaucoup qui n'est pas gelée en permanence, parce que tout son nord est très gelé. Donc il reste un peu la mer Noire, c'est pour ça qu'elle est très présente. Et encore aujourd'hui, avec ce qui se passe, il n'y a plus grand-chose qui passe dans la mer Noire parce qu'il y a le détroit qui est surveillé du Bosphore. Mais dans la mer Baltique, et on voit bien que toutes ces agressions, ces intrusions, alors qu'ils sont jamais revendiqué, puisque c'est comme Wagner. Au départ, on n'avait rien sur il n'y avait pas d'écution qui disait russe, mais on voit bien que c'est la Russie qui est derrière. C'est aussi une volonté de déstabiliser cette région, qui est devenue une région complètement gardée par des pays de l'OTAN, puisque la Finlande et la Suède ont rejoint l'Union, et qui est et le Danemark qui préside aujourd'hui le Conseil de l'Union européenne. Il se trouve qu'il y a 2 réunions importantes cette semaine au Danemark. Il y a un sommet informel des chefs d'État et de gouvernement des 27, voilà, mercredi, et on a le lendemain une réunion à l'ensemble des pays de l'Europe au sens large, la communauté politique européenne, dont je tiens à rappeler d'ailleurs qu'elle a eu lieu une fois à Chisinau, donc en Moldavie. Donc la Moldavie l'a déjà accueilli, cette réunion qui est au-delà de l'Union européenne. Donc, le Danemark a interdit le survol des drones. Mais on voit bien que c'est une volonté de la Russie de tester un petit peu la capacité de résistance de l'Union à un moment où les États-Unis disent qu'ils se regardent moins vers l'Union et plus vers l'Asie, qu'ils ont fait les yeux doux à Poutine. Le 15 août, on se souvient de cette image Trump-Poutine, mais qui sont revenus à des positions en disant mais il me roule dans la farine. Donc voilà. Donc il y a un peu une nouvelle donne qui est un peu difficile. Et donc en effet là, on voit bien que la Russie, sans le dire, teste en effet la capacité dans cette région qu'elle revendique un petit peu comme une zone d'accès pour voir en effet si le petit Danemark, le royaume du Danemark, et on voit bien que c'est une tentative de stabilisation. Et donc, quelle va être la réponse de l'Union européenne ou la réponse de l'OTAN aussi par ces incursions de drones répétées. Il y a débat sur la façon dont les Européens devraient réagir vis-à-vis de ces drones. On a entendu Donald Trump il y a quelques jours dire qu'il faudrait les abattre. Le président Macron dire qu'on allait peut-être monter d'un cran sur notre. Les Polonais veulent le faire aussi. Voilà. Est-ce que l'Europe a pris la mesure de cette guerre hybride multiforme que lui mène la Russie? Et si oui,
Quelle réponse, Caroline? Depuis quelques semaines, il est absolument patent, et c'était moins clair peut-être pour les Européens qui gardent un fond de naïveté, selon moi, que la Russie est en guerre hybride ouverte contre nous et contre l'Europe. Et en fait, même à travers l'Ukraine, c'est l'Europe qui est visée. Là, je crois que c'est beaucoup plus clair. Et ça a commencé par la Pologne, d'ailleurs, qui était principal soutien de l'Europe, ces vols de drones. La Pologne qui en a appelé à l'OTAN, mais à l'article 4 et non pas l'article 5 de défense des sécurités, parce que ça aurait enclenché effectivement une guerre plus directe. Mais n'empêche qu'ils se retournent vers l'OTAN, et l'OTAN qui effectivement a tapé les drones, mais n'est pas très sûre de comment elle doit réagir à chaque fois. Mais le temps de la prudence stratégique, c'est fini ? Alors, disons que le temps de la naïveté stratégique, il ne nous veut pas du mal à nous, il ne s'attaquerait jamais à l'Union européenne, est totalement révolu depuis un mois, en fait, vraiment, avec ces drones au-dessus de l'Estonie. On a oublié l'Estonie, de l'Allemagne, du Danemark, qui en effet non seulement préside l'Union européenne, enfin le Conseil de l'Union européenne, mais vient d'acquérir justement des armes de précision à longue portée en raison de la menace représentée par la Russie pour les années à venir, des armes européennes tout à fait. D'ailleurs, la Première ministre n'hésite pas, et c'est bien, à pointer la Russie du doigt. Et puis les Européens, alors ils ont aussi une clause de défense dans les traités, mais qui est beaucoup moins forte que la clause de l'article 5 de l'OTAN. Les Européens qui se disent, mais attention, parce que si on doit chaque fois regarder de l'autre côté de l'Atlantique comment réagit en effet Donald Trump, vous l'avez mentionné, il a dit qu'il fallait un jour il dit qu'il faut toucher les drones, le lendemain il peut dire autre chose, donc on est dépendant de sa réaction, ce qui est quand même très très inquiétant, parce que maintenant ça se passe sur notre territoire, ça a passé la frontière du territoire européen. Voilà, toutes ces choses là avec je le dis, au Danemark, des drones multiples. Alors ils sont en train de recenser tous les drones, il y a des alertes aux drones un peu partout, il y a un numéro spécial drone, etc. Les pauvres Danois sont en train de dénoncer des drones totalement innocents partout sur le territoire, mais ça met quand même sous une pression psychologique majeure tous les États qui sont un peu autour de l'Ukraine ou qui sont réputés dangereux ou sensibles pour Moscou. Alors il y a ce projet de mur de drones qui avait été évoqué il y a quelques semaines par la présidente Ursula von der Leyen. On n'en est pas encore là. Caroline disait, voilà, la Russie est aujourd'hui en guerre hybride contre l'Europe. La formule a le mérite de la clarté. Est-ce que maintenant les opinions publiques européennes se vivent comme étant en guerre hybride contre la Russie? Et si oui, est-ce qu'elle serait... voilà, la question de l'acceptabilité des mesures à adopter en cas de guerre hybride fait-elle son chemin? Je pense que effectivement, les esprits sont beaucoup plus près qu'il y a quelques mois pour aller dans ce sens. Tout simplement, alors, avec très certainement des incohérences qui ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Pendant 3 ans, on a à peu près eu un discours qui consistait à ne pas vouloir faire d'escalade avec la Russie, tout en livrant massivement des armes sur les Ukrainiens. Donc les Russes nous disent en substance, l'Union européenne, les États-Unis nous mènent une guerre par procuration. C'est la ligne de crête. À partir du moment où ils nous mènent une guerre par procuration, alors il est de mon devoir, en quelque sorte, de dire eh bien, je vais faire la même chose chez eux. Non pas bombarder aussi directement que les horreurs qu'on voit en Ukraine, mais de dire, eh bien, puisqu'ils considèrent être en guerre hybride, alors moi aussi, finalement, je joue ce jeu-là, d'où une attitude de plus en plus décomplexée qu'on observe ces derniers temps. Il y a à la fois davantage de conscience côté européenne, et puis aussi davantage de volonté, en quelque sorte, d'en découdre côté russe. Donc les deux dynamiques se nourrissent. Sur l'intérêt pour la Russie d'avoir ce type de menace, notamment sur les drones, il est assez direct, c'est-à-dire les drones que vous voyez obligent à concentrer les défenses antiaériennes et les drones de défense dans les pays concernés, ne plus les donner aussi facilement à l'Ukraine. C'est l'un des enjeux de la Russie. En même temps, il est aussi, parfois, c'est une hypothèse de travail, certains de ces drones peuvent tout à fait être, les Ukrainiens en leur capacité, pouvaient avoir des drones russes détournés par les Ukrainiens, envoyés du côté européen pour dire en substance, ah, vous voyez, article 5, il est temps de réagir. Et parfois, vous avez eu, il y a pas plus tard qu'il y a 1 an ou 2, quand les premiers drones s'étaient écrasés en Pologne, qui étaient des drones, eh bien, assez rapidement, Volodymyr Zelensky avait dit article 5. Et la Pologne,
qui n'est pas la moins sensibilisée aux dangers que représente la Russie, a dit en substance, non, là ça ne mérite pas d'être mis dans cette catégorie-là. Autrement dit, il y a plusieurs, à chaque fois, il faut bien regarder chacun des... Il n'est pas certain d'ailleurs qu'on ait tout de suite une réponse. Se souvenir par exemple que lorsque Nord Stream doit exploser, l'une des réponses avait été, c'est la Russie. Et il y a quelques semaines, la personne qui a été arrêtée pour exploser Nord Stream 2 en Italie était un ressortissant ukrainien. Oui, une lecture trop simpliste serait contre-productive. Ce qui veut dire qu'il faut bien être sûr à chaque fois, effectivement. Mais les Européens n'accusent jamais les Ukrainiens, par contre. Non. Voilà. Non, ce serait difficile de les accuser parce qu'on est solidaires. Mais disons que ce qui est vrai, c'est qu'il y a à la fois, il faut bien faire la distinction entre la réalité des faits et puis ensuite l'interprétation. Prudence, Pascal Joannin, pour conclure, j'imagine que ceux qui nous regardent sont inquiets, de plus en plus inquiets. Est-ce qu'on va nécessairement vers l'escalade, guerre hybride contre riposte hybride ? La guerre hybride, c'est une chose. Ce que les Européens veulent pas, c'est une intervention et on va dire une belligérance, etc. Ce qui est intéressant récemment, c'est quand même le volte-face qu'a fait Donald Trump vis-à-vis de l'Ukraine. C'est-à-dire qu'après avoir eu une porte ouverte avec Moscou, essayer de dire on va réussir quelque chose pour la paix, puisque visiblement il a eu un retour de la porte dans la figure. Ça a dit quoi, ça, du coup ? Ça veut dire que on va peut-être avoir en effet des États-Unis qui soutiennent massivement l'Ukraine, puisque alors là pour le coup l'Ukraine peut gagner et peut reconquérir les territoires perdus. Donc si vous voulez on avait parce qu'il est vrai à New York 180 degrés à Washington 180 degrés. Mais c'est important parce que Caroline l'a dit, les Européens étaient un peu tout seuls. Là, si les Américains reviennent, il y a peut-être en effet une nouvelle ère qui s'ouvre pour l'Ukraine. À suivre donc. Merci infiniment à toutes les trois d'être venues sur ce plateau. Pascal Joannin, merci beaucoup. Directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Florent Parmentier, secrétaire général du Cevipof. On vous lit dans La Moldavie à la croisée des mondes, et sorti aux éditions Non-Lieu. Merci encore, Caroline. Vous êtes ici chez vous, chef du service Europe à France 24. Une émission à revoir en replay, réécouter en podcast. On se retrouve dans un quart d'heure. À tout à l'heure.